Bienvenue tout le monde. Bienvenue à ce deuxième webinaire de l'après-midi autour de l'édition savante. On a eu un résumé des actions entreprises par le partenariat littérature québécoise mobile autour de NT2 et de l'ensemble des partenaires. On a eu aussi un résumé des actions entreprises par René Audet à l'Université Laval, toujours dans le cadre du partenariat. Et nous, Agence Topo, on s'inscrit aussi dans le cadre du partenariat littérature québécoise mobile. Je vous rappelle que ce webinaire, le 14e webinaire du forum Mutation, le livre à l'ère numérique, est une initiative financée par le Fonds stratégie numérique du Conseil des arts du Canada. Et donc, on les remercie grandement. Nous, comme Centre d'artistes, en fait, on explore le livre numérique et les multiples processus d'édition depuis plusieurs années en tant que Centre d'artistes, surtout d'un point de vue expérimental. On organisait aussi des formations autour du livre numérique déjà depuis quelques années. Et on a souhaité développer le programme pour couvrir un plus large spectre des enjeux qui concernent le livre numérique et les différents modes d'expérimentation, d'innovation, les modes d'expression narrative. Et c'est dans ce sens-là qu'on a construit ce forum. Un des aspects méconnus du livre numérique est celui de l'édition savante. Et c'est avec plaisir que je le découvre aussi avec vous, même si j'ai déjà fait énormément de recherches pour arriver à ce programme. Mais il y a un ensemble de publications qui sont produites, qui sont archivées, qui sont rendues disponibles et on ne se rend pas compte de la contribution des joueurs qui mettent ça en place. Et Érudit est un de ces joueurs qu'on connaît surtout, de mon point de vue à moi, comme directeur d'un centre d'artistes en art numérique, comme la ressource pour des articles publiés dans des revues d'art, dans des numéros dont on ne trouve plus l'exemplaire papier. Donc, on a une ressource inépuisable d'articles qui permettent l'avancement de la connaissance, qui permettent aussi de rendre compte d'actions qui ont eu lieu, dont ont parlé les revues dans le passé. C'est important de penser aussi que il y a un clivage avec l'Internet est arrivé un clivage. L'Internet a rendu disponible toute la documentation créée à partir de l'ère de l'Internet et toute l'ère pré-Internet souffre d'un manque criant de documentation. Donc, il y a un enjeu au niveau de la connaissance dans cet espace-temps du passé, de l'avant-Internet, parce que de nouvelles générations n'ont aucune idée de ce qui s'est passé avant l'Internet. Alors, voyons voir qu'est-ce que Érudit peut nous dévoiler autour de la mise en archive, la mise en disponibilité des différentes ressources en édition savante, à la fois en art et lettres et en édition sociale. Bienvenue, Gwendal Henry, en remplacement d'Émilie Paquin, qui a eu une urgence familiale et qui a dû s'absenter. Alors voilà, nous portons solidaires de ses obligations. Voilà. Merci Michel, je vais partager mon écran. Je vais vous partager la présentation. Là, je vous mets sur le côté. Vous m'entendez bien, j'espère. Sinon, vous me faites signe. Donc, on a ensemble une petite heure. L'idée, c'était vraiment de faire le tour d'Érudit et essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette plateforme, comme tu le disais, Michel, qu'on consulte, et de montrer aussi l'équipe et les expertises qui interviennent dans ce travail-là et tous les partenaires, les revues, les bibliothèques
C'est beaucoup de contenu. On verra si en 1 heure, on a le temps. Je pense que oui, on va voir. Donc, je voudrais remonter un peu en arrière, comme disait Michel. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique, mais pas de ce qu'il y a en avant, en fait, avant l'arrivée du numérique. Je vous ai mis mon petit plan aujourd'hui, donc revenir sur la mission, nos activités, tout ce principe en fait de financement et de gouvernance pour une plateforme comme Érudit, c'est de plus en plus important. Et ça prend beaucoup d'énergie en ce moment pour structurer tout ça. Et enfin, de terminer par un peu tous les enjeux et les impacts sur notre milieu en ce moment qu'on vit et dont on accompagne notamment les revues à travers tous ces changements. Donc, un menu assez chargé, je vous dirais. On va voir si c'est trop pour 1 heure, mais j'ai confiance. Donc, je vous disais, je voulais revenir un peu en arrière, c'est ça, parce qu'Érudit, en fait, c'est une espèce de dinosaure un peu dans le web, entre guillemets, hein. Mais on a été fondé en 98 et il faut savoir qu'Érudit a été fondé presque en même temps que Google. Je pense qu'on les bat de presque un mois. Donc, une époque où il n'y avait pas vraiment de moteur de recherche. À l'époque, je pense que c'était la Toile du Québec. J'ai même des anecdotes où c'est Jean-Claude Guédon, donc un des premiers, des pionniers des revues scientifiques au Québec et même dans la francophonie, qui nous disait qu'il envoyait les URL de sa revue scientifique parfois en courrier papier pour que les gens puissent y avoir accès. Parce qu'il n'y avait pas de moteur de recherche. À l'époque, des références de revues, c'était assez compliqué. Donc, Érudit a été créé en fait c'était un projet de maîtrise. C'était Guylaine Baudry, donc, qui était une finissante de la maîtrise en bibliothéconomie, qui se disait il y a Internet qui arrive. Comment ça se fait que ces revues scientifiques québécoises sont très peu accessibles, notamment en France? Elle voyait la difficulté pour ces revues de paraître dans les librairies physiques. Et donc, elle s'est dit, mais il faut accompagner ces revues-là dans une transition vers l'Internet. Donc, quelques revues au départ, les 5 revues des presses de l'Université de Montréal. Donc, ces 5 revues, en tout cas 4, qui existent encore et qui sont toujours sur Érudit. On peut parler notamment de criminologie, on peut parler d'études françaises, donc des revues fondatrices pour, je vous dirais, pour le milieu des sciences humaines sociales au Québec et dans la francophonie. Donc, des revues qui sont un peu précurseurs et qui sont toujours présentes sur la plateforme et qui sont toujours bien vivantes. Donc, ça fait 20 ans qu'Érudit existe, ça fait 20 ans qu'Érudit évolue, avec au fur et à mesure des soutiens du milieu institutionnel, notamment en 2004, donc 6 ans après l'idée de base. Les 3 plus grandes universités francophones du Canada, donc l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'UQAM, se disent plutôt que de faire chacun notre érudit dans notre université, on va investir cette initiative qui existe déjà. Donc, une bonne idée déjà de réunion, un peu comme on a pu le voir, ce qui s'est fait avec Demarc, avec Bibliopresto, vraiment de convergence des volontés dans une initiative déjà existante pour ne pas répéter la même chose et donc concentrer les énergies. Donc, depuis 2004, c'est vraiment ce consortium interuniversitaire-là qui est le nœud d'Érudit, le noyau, qui a continué d'évoluer. Érudit s'est constitué en fait en consortium, en société en nom collectif. Et là où il est important de le noter, c'est la vocation non commerciale. Le milieu de l'édition scientifique, comme tu le disais, Michel, c'est un milieu qu'on connaît assez mal dans l'édition, qu'on connaît peu. Pourtant, c'est un milieu extrêmement important et c'est un milieu extrêmement lucratif. Les éditeurs commerciaux, les grands éditeurs commerciaux, font des profits plus élevés qu'Apple et ses ordinateurs ou encore Chanel et ses sacs à main. On parle de plus de 40% de taux de profit sur ces grandes revues savantes pour les éditeurs commerciaux. Donc, Érudit a été créé en fait comme une alternative à ces grands éditeurs commerciaux, à peu près en même temps que d'autres alternatives en France, comme Open Edition, ou en Amérique latine avec Cielo. Donc, à la fin des années 90, début 2000, Érudit n'est pas la seule initiative dans cet objectif-là à avoir été mis en place. Donc, Érudit évolue, continue pendant 20 ans, mais en fait, la structure est un peu la même. On est toujours hébergé à l'Université de Montréal, donc nos bureaux sont là-bas. On a un soutien institutionnel, donc c'est-à-dire qu'ils vont nous aider sur le point, je vous dirais, des finances. On va avoir un appui parfois légal, on va avoir un appui même des fois pratique. Donc, tout ce qu'un centre de recherche attaché à l'Université de Montréal bénéficie, on en bénéficie
à peu près. On est aujourd'hui rattaché aux bibliothèques. On a été attaché avant, il me semble, c'était le bureau de la recherche. On a été attaché aussi au vice-rectorat pour l'innovation et la découverte. Donc, Érudit, c'est un projet un peu, vous le voyez, entre deux, entre les bibliothèques, entre le bureau de la recherche, entre le vice-rectorat, la découverte. Et on est aujourd'hui un des 3 ou 4 grandes initiatives stratégiques de la recherche pour l'université. Donc, un projet assez porteur, déclaré par l'Université de Montréal. Et enfin, on a un centre de production à la bibliothèque de l'Université Laval. Donc, je voulais revenir là-dessus aussi parce qu'il est important de rappeler que tous les techniciens et techniciennes qui font vraiment les fichiers numériques sont au Québec, sont dans les universités. C'est important de le rappeler puisque pour beaucoup d'éditeurs commerciaux, les techniciens numériques sont dans des pays en voie de développement pour faire plus de profit. Donc, ça va être des gens qui vont être en Inde, qui vont être en Pologne, donc avec les complexités que ça peut avoir pour la communication. Et donc, nous, nos techniciens, techniciennes sont à l'université au Québec. Et donc, soit à l'Université de Montréal, soit à l'Université de Laval. Donc, des gens qui travaillent vraiment sur le texte. On pourrait les appeler vraiment les fourmis de l'édition numérique, puisqu'ils vont venir baliser les contenus, baliser les métadonnées, s'assurer que tout est correct. Donc, voilà pour ce topo en 20 ans assez court. On a beaucoup évolué, mais on est quand même resté à peu près les mêmes, je vous dirais. Moi, ça fait à peu près 8 ans que je suis chez Érudit, puis l'équipe a beaucoup évolué ces dernières années, notamment à l'occasion de plusieurs financements fédéraux qui sont arrivés. Mais l'équipe centrale, je vous dirais, est présente depuis plus de 10 ans. Déjà, c'est un projet qui est assez stable dans le temps, qui continue de grandir, mais toujours avec une certaine constance. Je vous ai mis ici nos énoncés de vision-mission, parce qu'ils ont évolué cette année. En fait, on va en reparler, mais Érudit évolue beaucoup, il y a beaucoup de pression de croissance. Et on s'est posé la question de savoir, mais c'est quoi notre vision, notre mission? On ne l'avait plus vraiment. On l'avait même plus sur le site. On se demandait, mais pourquoi on fait ça, en fait? Et ce qui est ressorti, que ce soit des réunions qu'on avait avec nos collègues ou avec le conseil d'administration, des partenaires, c'est la notion de bien commun. Il n'y avait pas une seule réunion où le mot qui était le plus important, c'est la question de bien commun. Ce qu'on le fait, c'est pour le bien commun, c'est-à-dire la connaissance partagée à tous et pour toutes, la connaissance scientifique ou culturelle. Et elle se retranscrit un peu dans notre mission, dans la vision. Vous le voyez, on parle de savoir libre. Donc après, à nous de définir qu'est-ce qu'un savoir libre. Mais la notion qui était centrale, la valeur qui est centrale pour, je veux dire, ce travail qu'on a fait cette année, c'est le travail de bien commun, au-delà de l'activité. Puisque vous le voyez dans la mission, on parle ici de soutien à la publication numérique ouverte et à de la recherche en sciences humaines et sociales. C'est vraiment notre travail, la façon dont on le fait, comment on soutient le bien commun, comment on soutient les savoirs libres, c'est par ce travail de publication numérique. Et également le terme engagé, vous le voyez, il est important ici, parce que les employés, le conseil d'administration, ils sont là pour une volonté d'engagement citoyen, militant presque, je dirais. Là encore, on va pouvoir en reparler parce que c'est quelque chose qui est important pour notre équipe et pour tous les gens qui travaillent avec nous. Donc, ce qu'on voit en fait d'Érudit, c'est une plateforme auquel on accède via son ordinateur, son téléphone. Donc, une plateforme qui vient produire des documents numériques, qui vient les diffuser et qui vient accompagner les chercheurs dans leurs recherches. La question de vocation nationale, elle est pas récente, mais de plus en plus importante, parce qu'on nous demande non plus d'être québécois, mais pan-canadien, c'est-à-dire d'avoir des revues qui viennent, oui, du Québec, mais de l'ensemble des provinces du Canada, donc des revues qui sont en français, en anglais, mais majoritairement en sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est la plateforme sur laquelle on travaille. On est pas mal tous connectés tout le temps pour vérifier s'il y a des bugs, si tout marche bien, si tout est bien diffusé. C'est ce qu'on voit et sur lequel on travaille le plus. On se parle beaucoup de l'équipe parce que c'est vrai que c'est ceux qu'on voit le moins. On a ici une petite photo qu'on s'est faite. On s'en fait pas beaucoup. Là, c'est à l'occasion, il y a 2 ans, du prix 1608, il me semble. Un prix qu'on avait gagné, c'est un prix de la francophonie qu'on avait reçu pour l'ensemble du travail qui a été fait par Érudit. On était vraiment content de l'avoir eu. Et donc, je vous l'ai mis pour que vous puissiez mettre un peu un visage sur ces gens qui travaillent en arrière. Donc, on a une équipe de développeurs. On a à peu près une dizaine de développeurs informatiques. On a une dizaine de personnes qui s'occupent des opérations, donc la relation avec les éditeurs, la relation avec les bibliothèques qui sont abonnées aux partenaires,
Moi, je fais tout le travail de représentation, de valorisation des contenus aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, auprès des bibliothèques, le suivi avec les éditeurs. On parlait de guides, on parlait de bonnes pratiques, comment est-ce qu'on amène ces documents-là à notre communauté. Et aussi tous ces techniciens et techniciennes qui travaillent vraiment les mains dans le texte numérique. Donc, vous voyez à peu près 30 personnes qui sont dans les bureaux de l'Université de Montréal. Au-delà de l'équipe et de la plateforme, ce qui est important pour Érudit, c'est la collection, ou on dit de les collections qu'on diffuse parce que le contenu qu'on rend accessible est très varié. Donc, on parle maintenant d'environ 240 revues sur la plateforme, donc des revues savantes et des revues culturelles. Sur ces 240, il y en a encore un peu moins d'une centaine qui sont d'universités québécoises. Donc, vous voyez, c'est un ratio quand même qui se maintient, mais qui tend à fluctuer. On a de plus en plus de revues qui proviennent de l'extérieur du Québec, puisque la majorité des revues québécoises sont déjà sur Érudit. Et donc, on va nous devoir travailler à voir comment est-ce qu'on respecte l'identité québécoise d'Érudit et à la fois sa volonté canadienne. Et quand on parle de revues, on va parler aussi d'articles, donc de publications. Et là, on parle d'un peu plus de 200 000 articles qui sont présents sur nos serveurs. Ça peut paraître beaucoup. Moi, quand je suis arrivé, j'étais c'est impressionnant, 200 000 publications numériques, ça m'impressionnait. Puis en fait, quand on regarde les plateformes non commerciales avec qui on travaille, qui sont plus ou moins concurrentes d'Érudit, eh bien, on se rend compte que c'est peu. Donc, si on prend l'exemple d'Open Edition, je pense qu'ils doivent être à peu près à 700, 800 000 articles. Si on prend l'exemple de Cielo, donc le pendant d'Érudit en Amérique du Sud, eux sont aux alentours d'1 million d'articles. Donc, c'est à la fois beaucoup et peu, le corpus qu'on diffuse pour une plateforme nationale scientifique. Et bon gré mal gré, on diffuse plus de 10 000 articles par année. Donc, chaque article, en fait, est fait par un technicien, vérifié, rediffusé à la revue. Donc, vous imaginez qu'on doit le faire 10 000 fois par année, 10 000 articles. Donc, vous imaginez le travail qui est fait derrière pour que tous ces articles soient bien balisés, soient bien vérifiés et ensuite diffusés de façon pérenne sur la plateforme. Donc, presque 1000 articles par mois paraissent sur la plateforme. On parle beaucoup des revues, il y a aussi d'autres contenus qui, pour le coup, ne sont pas du tout à la même échelle. Vous voyez, on a un peu moins d'une centaine de monographies numériques, donc des actes de colloques, des livres. Ce volet-là a été mis en place il y a une quinzaine d'années et en fait, il n'a jamais fait l'objet d'un financement. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes de la part de centres de recherche, de facultés, d'associations scientifiques qui ont des livres numériques, qui aimeraient le diffuser sur Érudit pour bien le référencer, mais on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas le modèle d'affaires et puis on n'a pas les financements qui nous permettraient de dire à ces éditeurs, à ces associations scientifiques, très bien, on va pouvoir bien le faire et en plus, on pourrait vous assurer une certaine source de revenus pour payer votre graphiste ou votre assistant éditorial. Donc, pour l'instant, cette zone-là, elle est encore en questionnement. Elle vit un peu, mais on aimerait la développer dans les prochaines années. Vous le voyez, pour qu'on dépasse la centaine de titres. Des rapports de recherche, on a à peu près 5000 documents de littérature grise. Ça a été mis en place quand les universités n'avaient pas de politique de données. Donc, il y a à peu près là encore une dizaine d'années, on offrait à ces centres de recherche de déposer non pas des articles, mais des prépublications, des notes de recherche. Et au cours des 10 dernières années, ces universités, bibliothèques universitaires sont dotées de leur propre dépôt de recherche. Donc, on a moins besoin maintenant de le faire. On l'offre toujours, mais on voit que le besoin il est moins présent. Et enfin, un service qu'on offre aussi aux institutions, c'est de venir valoriser un peu plus leur dépôt de thèses et mémoires. Chacune des universités au Québec et au Canada a son propre dépôt numérique où les étudiants viennent déposer leur thèse, leur mémoire de doctorat en version numérique, généralement en PDF. Donc, nous, on vient simplement prendre les métadonnées qui nous sont offertes par ces dépôts et on vient les mettre sur la plateforme. Donc, on parle d'à peu près 100 000 documents, mais qui, eux, ne sont pas hébergés sur nos serveurs, qui sont hébergés dans, vous le voyez, ici, on a à peu près une dizaine d'universités, donc sur une dizaine, 13 institutions, sur 13 serveurs répartis à tout le Québec. Donc, nous, c'est un service en plus qu'on offre de venir valoriser un peu plus ces documents-là. Mais vraiment, le cœur de la collection d'Érudit, c'est le cœur des revues savantes et culturelles. On se parle de la mission, de la collection, et puis, en fait, nous, on travaille, on se disait, avec des éditeurs de revues. Donc, généralement, ça va être des professeurs
universitaires qui vont diriger une revue. Ça peut être aussi une association scientifique, ça peut être un département, bref, les profils sont assez variés. Généralement, c'est du travail bénévole qui est fait par ces personnes-là. Donc, nous, on travaille avec eux justement pour s'assurer que leur article est bien diffusé, que leur revue bénéficie de bons services pour être bien représentée dans les outils numériques. On travaille avec les bibliothèques universitaires, mais il y a aussi des bibliothèques publiques, nationales. On travaille à peu près avec 1200 institutions documentaires à travers le monde qui viennent valoriser ces contenus-là. Donc, nous, les articles, on crée des métadonnées dans différents formats qui sont poussés dans les bibliothèques pour que ces bibliothèques-là puissent offrir l'accès à leurs usagers. Donc, on doit là encore leur offrir des services, donc différents formats de métadonnées, des statistiques, des rapports de consultation, des façons de se connecter à distance. Donc, on a tout un travail qui est fait aussi avec ces clientèles-là. On a aussi un travail directement avec les universités, les centres de recherche. Érudit a un volet recherche de plus en plus important et les financements d'Érudit sont des financements de recherche. Donc, on travaille en fait avec beaucoup d'universités au Québec, au Canada, parfois à l'international pour des projets de recherche, pour des financements de recherche, pour notamment la diffusion du contenu, mais aussi la production de certains projets de recherche. Et enfin, ceux qui sont le plus importants au niveau du volume, c'est tous les gens qui viennent se connecter à la plateforme. Donc là, les profils sont très variés. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on avait fait un petit sondage de savoir qui étaient ces gens-là. On a les chiffres statistiques, mais des fois, on aime bien aller un peu plus loin. Et on se rend compte que beaucoup sont des étudiants du premier cycle universitaire, mais on a aussi beaucoup d'étudiants, notamment du cégep au Québec, parce que c'est leur façon à eux d'accéder pour une première fois à du contenu scientifique. Donc, Érudit est très apprécié dans le réseau collégial au cégep. Et on est très content de ça, puisque c'est la formation de la relève, en fait, qui est faite dans les cégeps. Donc, vous voyez, un pan de clientèle à la fois différent et très nombreux, avec lequel on doit travailler sur un nombre de questions diverses et variées. Je voudrais revenir un peu plus sur la dichotomie revue savante et revue culturelle, parce qu'elle est très présente chez nous, même si on vit avec. Donc, Érudit diffuse des revues culturelles depuis plus de 10 ans. Il me semble que c'était en 2008 qu'on a eu un accord pour numériser beaucoup d'archives. On parle d'à peu près 40 revues culturelles, donc 24 images, Cinébule, pour citer quelques-unes de cinéma, Inter, Moebius, donc beaucoup de revues qui sont importantes, Liberté, pour le Québec. Donc, on est venu numériser en collaboration avec la Société de développement des périodiques du Québec, la SODEP, à peu près 180-100 000 articles, donc du patrimoine culturel québécois. Et on diffuse maintenant les numéros courants pour les bibliothèques de ces revues-là. Le problème, c'est que vous le voyez ici, la différence, elle est à tous les niveaux entre revues savantes et revues culturelles. Ce n'est pas les mêmes personnes qui écrivent, ce n'est pas le même type d'éditeur, le même type d'article, la même façon de présenter, ni le même public visé. Pour autant, nous, on doit répondre à ces deux besoins différents et c'est de plus en plus problématique pour nous, puisque le gouvernement nous demande d'aller dans une optique de libre accès, donc d'avoir le moindre barrière de restriction possible, mais en même temps, on doit répondre à des exigences de financement pour ces revues culturelles. Donc en ce moment, on se demande, mais comment est-ce qu'on peut répondre à ces deux besoins-là sur une même plateforme avec, pour la majeure partie, des financements de recherche pour Érudit. Donc on mène une réflexion en ce moment de savoir qu'est-ce qu'on peut offrir aux revues culturelles. On travaille déjà la plateforme de marque pour pousser, dès qu'on a le PDF sur la plateforme de marque, pour que la revue puisse vendre son numéro sur la plateforme de marque en même temps qu'il soit présent sur Érudit pour les bibliothèques. On aimerait aller plus loin. On a travaillé aussi avec le NT2 sur différentes solutions, intégrer des sites internet, des choses comme ça. Le but est vraiment d'aller savoir ce qu'ont besoin les revues culturelles pour répondre peut-être à une partie de ces besoins-là. Puisque vous l'avez vu, le corpus de revues savantes, il est important chez Érudit. Donc, c'est une question qu'on se pose, je vous dirais, depuis longtemps, mais de plus en plus. Comment aider les revues culturelles dans un contexte scientifique érudit. Donc voilà, mon topo a été un peu rapide pour ce qu'on fait, qui on est, à quoi on répond. J'aimerais maintenant un peu plus rentrer dans ce qu'on fait concrètement.
Donc, on fait de la production numérique, de la diffusion, de la recherche et du soutien et de l'accompagnement. Au niveau de la production numérique, peut-être que je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais vous voyez ici que le travail qu'on fait, c'est nous de la production de fichiers XML. Donc, on va recevoir de l'éditeur un fichier Word, parfois InDesign, sur lequel nous, nos techniciens et techniciennes, vont venir baliser les métadonnées et le contenu pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice, en fait, ait un article bien construit, mais qui soit aussi bien repérable par les machines. Donc, vous voyez un traitement en 2 temps. On va faire du XML, puis ensuite, on va l'afficher en HTML. Je voulais vous montrer un peu concrètement comment ça se passe, cette relation XML, HTML, en allant sur la plateforme Érudit. Donc là, on est dans un article de la revue Ethnologie qui parle de guider au temps des médiations. Vous voyez l'interface ici HTML que l'utilisateur ou l'utilisatrice a accès pour consulter, pour aller lire tout bêtement sur son ordinateur ou sa tablette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller voir le XML en arrière, comment il a été construit. Donc là, je vais vous le montrer simplement en allant chercher la feuille XML ici. Et vous voyez en fait comment est construit l'article. Donc tout ça est public, c'est la même chose qu'on voyait tout à l'heure en HTML. Là, il est en format XML. Et vous voyez ici l'ensemble des métadonnées qui est balisé en format XML. Donc balisé très finement. Vous le voyez ici, on a une balise prénom, nom de famille de l'auteur, sa fonction, etc., etc. Donc ça va permettre d'afficher très finement ces articles-là dans les outils de recherche des bibliothèques, aussi dans Google, et ça va permettre dans un futur proche d'aller interroger un ensemble de corpus pour savoir par exemple combien d'articles a publié Laurier-Turgeon, parce que tout ça est bien balisé, on va pouvoir aller le chercher plus facilement. Et vous voyez ensuite le contenu du texte est très bien balisé par alinéa, les exposants, etc. Donc c'est un texte qui est très long. C'est un balisage qui était très long à faire aussi. L'intérêt, c'est qu'avec le XML, vous pouvez produire d'autres formats. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire le texte en HTML directement, mais on peut imaginer que le HTML, dans 5, 20 ans, n'existe plus. Alors que le XML, lui, va pouvoir permettre de générer d'autres formats. Donc, à partir de ce fichier-là qu'on a vu, on peut créer du HTML, on peut créer un fichier PDF, on peut créer, enfin quand je dis on peut, on le fait déjà, un fichier EPUB. Et on peut imaginer dans un futur qu'on pourra faire d'autres types de formats. Pourquoi pas un format audio ou un format vidéo. Parce que le balisage fait, vous voyez ici que l'information va pouvoir être lue à la fois par un humain et par un ordinateur. Donc ça, c'est toute la partie qui est cachée d'Érudit. Donc on fait ce travail-là, vous le voyez à peu près 10 000 fois par an. La production, c'est ce qui est caché. La diffusion, c'est un peu plus ce qui est visible. Donc on a parlé du XML, on part de ça, il est affiché sur la plateforme Érudit. Et nous, on va le diffuser dans différents types de métadonnées, un ensemble d'acteurs commerciaux ou non commerciaux. Quand on parle de diffusion, il faut se rappeler que pour Érudit, 90% de nos consultations viennent de Google. Que ce soit google.com, .ca, .fr, mais aussi Google Scholar. Donc 90% de nos consultations sont de Google. Le reste viennent de moteurs de recherche de bibliothèques. On voit ici EBSCO, Exlibris, WorldCat, qui sont importants parce que ce sont eux qui sont dans les bibliothèques directement. Et enfin, des partenariats qu'on a avec Isidore ou Percé en France. Donc, qui sont quand même importants aussi d'un point de vue institutionnel. À côté de ça, de tous ces outils auxquels on contribue et on collabore, nous, comme vous l'avez dit, on rend des services aux 1200 bibliothèques qui sont abonnées aux partenaires d'Érudit, donc qui ont besoin d'avoir différents services, différents types de métadonnées, là encore, pour peut-être d'autres moteurs de recherche. Ces collections-là, de plus en plus, au-delà de la diffusion, on en fait un corpus de recherche. C'est là qu'apparaît Calcul Canada, qui est un organisme scientifique canadien qui vient travailler dans un contexte de données massives, de big data. Donc nous, on diffuse nos collections sur la plateforme, mais on les dépose aussi sur un serveur, comment on pourrait dire ça, de calcul rapide pour de la recherche de pointe. On va y revenir. Et enfin, dernière chose, on fait de la pérennité. C'est-à-dire que si un jour les serveurs d'Érudit brûlent, si on fait faillite, je ne sais pas, s'il passe une catastrophe inconnue, on s'assure que tout ce qu'on a fait, tout ce travail-là, c'est pas perdu. Parce que l'archivage pérenne, l'archivage à très long terme, avec qui on travaille à Portico,
va faire en sorte que ces articles-là sont sauvegardés dans des centaines de serveurs à travers le monde, généralement de bibliothèques universitaires. Donc Portico, qui est un organisme sans but lucratif américain, fait tout ce travail-là avec nous pour ce travail d'archivage à très long terme, en cas de pépin. Donc, vous voyez plusieurs volets dans la diffusion, à la fois la valorisation dans les moteurs de recherche, la valorisation avec les bibliothèques pour un travail de recherche et de la pérennité à très long terme. Mais enfin, ce qu'on voit, nous, c'est ça. Et puis, généralement, c'est ce qu'on veut que vous voyez, parce que si vous ne voyez pas ça, c'est qu'il y a un bug. Il en arrive assez régulièrement. Nos équipes sont assez restreintes. Donc, on essaie de maintenir la capacité technologique de la plateforme. C'est assez compliqué parce qu'on a de plus en plus de requêtes, de plus en plus de gens qui veulent se connecter Érudit, ce qui fait que le temps de chargement est de plus en plus, c'est-à-dire pas de plus en plus, mais est parfois assez long. Donc, on va parler de 3-4 secondes pour afficher une page. Et on doit gérer ça. Parce que si on est trop long, on va diminuer dans le classement de Google, ce qu'on ne veut pas. Donc, à la fois du développement, mais aussi de la maintenance de nos capacités de diffusion. Donc, je voulais vous garder un peu la plateforme parce que c'est sur quoi on travaille. On a fait aussi un gros travail de UX, donc d'expérience usagée, pour que les informations soient bien placées, qu'on ait une expérience de lecture la plus agréable possible, avec des contrastes de couleurs, des typographies. C'est important pour nous aussi. Ça a été un travail de longue haleine parce que vous le voyez sur la plateforme Érudit, il y a un travail de normalisation. Il n'est pas possible pour chaque revue d'avoir sa typographie, sa couleur. C'est un des principaux écueils d'une plateforme, c'est que vous venez normaliser, en quelque sorte industrialiser un processus qui est propre à chaque revue. Chaque revue a sa maquette, a sa typo, a ses choix artistiques. Et en tant que plateforme, on doit nous normaliser tout en laissant une certaine liberté à la revue. Donc, c'est les questions qu'on se pose aussi. Comment est-ce qu'on joue avec ces enjeux-là? Et comment toutes ces métadonnées-là qu'on est venu baliser, comment elles s'affichent? Là, vous voyez un exemple ici dans Google Scholar. Donc, vous voyez ici qu'on a un bon affichage des métadonnées avec le titre, le format, l'année, le résumé. Donc là, c'est vraiment excellent. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, on doit s'assurer que tout s'affiche bien pour les usagers parce que sinon, on va venir diminuer la consultation des articles qui sont présents sur Érudit. Donc, un autre exemple avec Sophia. Sophia, c'est la plateforme partagée des bibliothèques universitaires québécoises avec qui on a travaillé récemment justement pour assurer que toutes nos métadonnées s'affichent bien. Ça a été un travail assez complexe parce que c'était un nouvel outil, c'était une nouvelle façon de faire, mais on est vraiment content du résultat parce que c'est là encore une initiative sans but lucratif. Enfin, j'arrive sur le bout, je vous dirais que je maîtrise le moins, qui est le plus porteur, en tout cas sur lequel on a le plus d'intérêt des organismes de financement, c'est le bout recherche. On est dans un contexte, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data, c'est assez méconnu. Malgré tout, c'est quelque chose sur lequel on doit se pencher, de savoir comment est-ce que le corpus qu'on a développé peut s'intégrer dans ces questions-là et comment il va pouvoir aider les chercheurs qui vont mettre en place des nouvelles façons de faire de la recherche avec les outils numériques sur ces corpus. Donc, de plus vraiment aller lire un article, je vous dirais, de façon classique, d'aller questionner l'ensemble du corpus avec des algorithmes que le chercheur aura développés. Donc, d'aller venir poser une question à l'ensemble du corpus de 200 000 articles. On pourrait résumer ça un peu dans le champ des humanités numériques qui se développent. Je ne veux pas trop en parler parce que c'est un sujet que je maîtrise moins, mais qui a beaucoup d'intérêt de la part des organismes subventionnaires. Donc, on parle d'humanité numérique, de fouilles de texte, de données massives. Et nous, ce qu'on offre de faire à Érudit, parce qu'on ne peut pas tout faire et on n'a pas la prétention de tout faire non plus, c'est de dire aux organismes subventionnaires, nous, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait pour Érudit, de créer un corpus de texte bien balisé. On pourrait venir le faire pour d'autres, justement d'aller sur un serveur, un super serveur Calcul Canada, d'aller venir structurer ce corpus-là pour que le chercheur, il n'ait pas aller venir chercher des corpus à droite à gauche, les normaliser, se rendre compte que les métadonnées ne sont pas bonnes. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est d'aller travailler avec des institutions au Canada pour venir normaliser un corpus textuel et aider les chercheurs dans leur pratique numérique. Donc, un corpus textuel qui est destiné à la communauté sciences humaines et sociales, arts et lettres.
Nos partenaires là-dedans, c'est la Bibliothèque nationale du Québec, du Canada, Canadiana, qui est un organisme important de numérisation de contenu au niveau fédéral, et l'Assemblée nationale du Québec, parce qu'on a eu une demande d'un chercheur qui avait besoin de l'ensemble des, il me semblait, c'est des discours prononcés à l'Assemblée nationale, s'il me semble bien. Donc tout ça fait que on arrive à un ensemble de 11 téraoctets de données textuelles. Vous voyez à peu près 4 226 000 fichiers, c'est énorme. Donc des fichiers de texte, généralement des publications numériques. Vous voyez ici la liste que nous a fait Émilie de l'ensemble de ce corpus textuel. Donc beaucoup de documents qu'on propose à des chercheurs à des fins de fouilles et d'analyse. On ne va pas venir les lire à l'ancienne, hein, c'est 4 millions de documents. Donc le chercheur va développer son propre algorithme. Et nous, on va l'aider justement à accéder à ça en normalisant les métadonnées, la structure, en lui offrant un accès un peu plus facile. Vous voyez un ensemble de documents très intenses qui est fait non pas seulement par érudits, mais par beaucoup d'institutions au Québec et au Canada. Donc, tout ça passe par Calcul Canada. Nous, on n'a pas les serveurs assez puissants pour ça. On travaille avec eux de façon assez rapprochée pour leur faire comprendre notre réalité. On travaille beaucoup avec de la recherche en sciences pures. Donc, ils ont parfois du mal à comprendre les besoins des sciences humaines sociales. Et notre équipe, notamment en technologie de l'information, essaye de mieux faire comprendre les besoins de nos chercheurs pour ce corpus-là. Et donc, Émilie nous a mis 3 exemples ici un peu de ce qu'étaient les recherches qui étaient faites sur ce corpus-là. Donc, on a par exemple un chercheur qui se demandait comment les études en traduction ont évolué par rapport aux concepts clés dans les articles scientifiques. Donc, le chercheur est venu regarder quelques concepts et il a interrogé l'ensemble du corpus pour voir comment les termes avaient évolué au fil des temps, pour montrer comment la recherche évolue. Donc ici, dans un contexte de traduction, on avait aussi une espèce d'analyse qui était faite sur l'évolution de la littérature philosophique québécoise sur 50 ans, ou encore la question du fait francophone au Canada à travers l'analyse des documents de la BNQ. Donc, vous voyez différents types de recherches qui sont faites, qui sont encore des recherches vraiment d'histoire, de traduction, vraiment l'ensemble des champs de recherche qu'on a en sciences humaines et sociales, mais appliquées avec des outils numériques d'aujourd'hui. Et enfin, quand on parle de recherche, on a ce fameux dépôt de recherche, corpus de recherche, mais on fait aussi un travail de recherche sur nos propres enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le libre accès, quel est l'évolution du droit d'auteur dans un contexte de sciences ouvertes. C'est des questions que les revues, les bibliothèques nous posent beaucoup et que les organismes subventionnaires nous demandent aussi de répondre, hein. Et donc, on est par la bande, je ne vais pas dire obligé, mais René parlait tout à l'heure le besoin de former les gens. On le ressent aussi, nous, très profondément. Comment est-ce qu'on partage les idées de libre accès, de sciences ouvertes, de droit d'auteur? C'est en faisant de la formation, en partageant des notes de recherche, des études aussi qui sont faites avec notre directeur scientifique, Vincent Larivière, spécialiste en bibliométrie. Et donc, on essaye de le faire aussi de plus en plus pour nous-mêmes répondre à nos propres questions et les partager à notre communauté avec l'ensemble des acteurs, parce qu'on n'a pas on n'a pas le mandat de le faire complètement, mais on a un peu l'obligation de le faire. Donc, c'est de plus en plus demandé, et puis on est en train de le structurer depuis 2-3 ans, ce volet recherche sur le milieu de l'édition savante. Enfin, le dernier volet, celui qu'on doit faire un peu par la bande, au-delà de la diffusion, de la production et aujourd'hui de la recherche, c'est le soutien à notre communauté et puis l'accompagnement dans le numérique. En fait, c'est revenir à la base. Pourquoi est-ce qu'Érudit a été créé? C'était par objectif d'accompagner les revues dans le numérique. Puis on se rend compte qu'on est toujours là-dedans. Veut pas, on a des revues qui existent depuis peut-être 50 ans, mais certaines qui ont été créées il y a 4 ou 5 ans et qui ont toujours le besoin de comprendre un peu ce milieu du numérique, cette évolution des politiques de libre accès, de droit d'auteur. Et on se rend compte que les ressources sont limitées. Et donc, on doit le faire parce que ces revues, sinon, elles ne vont pas bien se placer au niveau de leur public. Mais quand on dit soutien, c'est avant tout un soutien financier parce qu'on était dans un milieu lié à un système d'abonnement. On nous demande aujourd'hui d'aller vers un système de libre accès.
Mais nous, ce qu'on dit aux bibliothèques, c'est que le libre accès est super tant qu'on peut donner des ressources financières aux revues qui viennent pallier la fin de l'abonnement. Donc, on a mis en place un système qu'on appelle le partenariat pour le libre accès, où on demande aux bibliothèques de remplacer leur enveloppe d'abonnement par une enveloppe de soutien direct aux revues. C'est-à-dire ce que vous donniez par abonnement, mais donnez-le aujourd'hui en soutien direct au libre accès aux revues, parce que ces revues-là, si financièrement vous ne les soutenez pas, elles risquent de disparaître, notamment au profit des grands éditeurs commerciaux. On est toujours dans ce risque-là. Donc, c'est un modèle qu'on soutient, qu'on pousse et je vous dirais qu'on défend depuis presque 5 ans, ce partenariat pour le libre accès. Au Canada, on a des appuis en France, on commence à le développer au Royaume-Uni. Le but est vraiment d'aider les revues dans une transition vers le libre accès, qu'elles ne perdent pas d'argent, parce que on demande à ces revues d'être en libre accès, mais les fonds publics qui leur sont accordés ne sont pas supérieurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces revues, qui sont des petites revues scientifiques avec peu de moyens, aient une stabilité financière dans les prochaines années. Donc, je vous ai mis ici quelques principes, c'est-à-dire que l'argent qu'on obtient des bibliothèques, on le reverse aux revues. On veut un modèle qui soit représentatif, décidé par la communauté et adapté aux sciences humaines et sociales. Le modèle est complètement différent dans les sciences pures, pour une revue de médecine, pour une revue de biologie, que pour une revue en ethnologie ou en littérature. Donc, vous irez voir le site qui s'appelle Partenariat pour le libre accès. Je pourrais vous envoyer les liens aussi. L'objectif est d'avoir des partenariats le plus possible avec des bibliothèques universitaires sur du long terme. On veut des engagements presque sur 5 ans, parce que la revue, quand elle va passer au libre accès, elle ne va pas retourner à un modèle d'abonnement quand la bibliothèque décide de quitter. Donc nous, ce qu'on veut, c'est des partenariats forts, un peu partout à travers le monde, et qui viennent d'aider les revues sur du long terme. Ce qu'on donne en échange, c'est justement un accompagnement de ces revues-là dans le libre accès. Grâce à ce partenariat-là, on a pu amener l'ensemble des revues savantes qui étaient sur la plateforme vers un abaissement de la barrière mobile à 12 mois. On était avant sur 24 mois, donc les bibliothèques abonnées avaient accès aux 24 mois restreints. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat-là, on a pu descendre à 12 mois, ce qui était une demande du gouvernement, sans que les revues perdent d'argent d'abonnement. Et on a pu aider les revues qui voulaient passer au libre accès complet, donc passer d'un modèle d'abonnement à libre accès, en leur offrant un soutien financier qui soit stable dans le temps à ces revues-là, en disant on ne pourra peut-être pas aller jusqu'au modèle que vous aviez d'abonnement, mais on peut vous garantir au moins un coussin financier. Donc ça, c'est un enjeu qui va nous prendre du temps, sur lequel on travaille aussi avec d'autres partenaires pour le faire connaître et puis travailler sur du très long terme. Ça a un impact aussi, vous le voyez ici, sur le nombre de revues qui sont en libre accès complet. Donc on parle de revues savantes qui sont soit diffusées sous 12 mois, donc les 12 derniers mois sont en restriction, sinon certaines sont en libre accès directement. Et vous le voyez, grâce à ce partenariat-là, le nombre de revues en libre accès complet est passé en 2018 de 43 à 2021 à 100 revues en libre accès complet. Donc nous, aujourd'hui, grâce à ce partenariat-là, on est capable de reverser à ces 102 revues-là un soutien financier. Donc on est content de ce partenariat-là, on doit encore le développer, on aimerait avoir plus de soutien pour aller le développer, parce que c'est du temps, c'est de la représentation, c'est de l'explication, c'est assez complexe dans un milieu qui est grugé par les éditeurs commerciaux. Enfin, au-delà de cet accompagnement financier, nous, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est ça, c'est de l'explication par téléphone, par courriel, on fait des documents en PDF pour leur expliquer comment mieux diffuser leur revue, travailler avec leurs auteurs, on n'est pas tout seul là-dessus, mais on travaille de plus en plus avec des grands partenaires à l'international. On est très content de travailler en ce moment avec le Directory Open Access Journal, qui est un peu comment on pourrait l'appeler, le grande base de référence des revues en libre accès. C'est vraiment la référence des revues en libre accès. Et donc, ils ont sélectionné Érudit pour travailler sur un projet pilote pour les revues francophones, pour voir comment ces petites revues-là pourraient atteindre des critères de qualité pour rejoindre le DOAJ. Le but, c'est vraiment qu'on aille travailler avec les partenaires pour augmenter les bonnes pratiques, c'est-à-dire d'afficher une politique de droit d'auteur comme il faut, d'afficher une politique, le terme m'échappe, de non-plagiat. Vous voyez vraiment des choses que les revues, certaines font, peut-être d'autres pas. On aimerait, nous, ces revues-là développent ces bonnes pratiques ensemble
pour que collectivement, on augmente les bonnes pratiques au Québec et au Canada. Et le DOAJ, pour ça, est un super partenaire. Et enfin, on s'est parlé de la mission, de la vision. Il nous reste encore un petit quart d'heure. J'aimerais quand même vous parler du financement et de la gouvernance. Moi, je n'y travaille pas directement, mais c'est sûr qu'on est quotidiennement confronté à ces questions-là, puisque ce sont nos salaires, c'est aussi les sources de revenus qu'on a pour réaliser nos opérations. Et donc, par la bande, on doit tous y travailler collectivement chez Érudit. Ces financements-là, ils sont très liés à des enveloppes budgétaires, d'organismes subventionnaires, qu'ils soient au fédéral ou au provincial. Donc, vous voyez ici les initiatives auxquelles on doit répondre, et elles sont généralement entre 2 et 3 ans. C'est-à-dire qu'à chaque 3 ans, on doit refaire un dossier de financement qui est long et complexe, comme tous les grands dossiers de financement, qui viennent nous prendre du temps et de l'énergie, qui viennent aussi nous structurer. Mais vous voyez la dépendance d'Érudit, à peu près à hauteur de 40 à 60% de ces enveloppes budgétaires-là, renouvelables aux 3 ans. Donc, on est dépendant de ces enveloppes-là qui viennent malgré tout structurer Érudit de plus en plus et qui viennent de plus en plus reconnaître le besoin de maintenance des services. Avant, on nous disait développer des projets, développer des innovations. Et nous, on disait à ces organismes subventionnaires-là, c'est très bien, mais il nous faut des fonds de maintenance, il nous faut des fonds pour financer les employés qui ont été embauchés pour ces projets-là. Et de plus en plus, les organismes subventionnaires comprennent ces enjeux-là. Donc, vous le voyez ici, le Fonds canadien d'innovation, le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales et le Fonds de recherche Québec, Société et Culture. Au niveau de la gouvernance, les points sur lesquels on travaille, nous, c'est vraiment d'aller aligner nos orientations stratégiques avec les programmes de soutien aux revues, que ce soit au provincial, avec le CRSH, le FRQSC, pardon, ou fédéral avec le CRSH, et les politiques de libre accès, que ce soit au Québec, au Canada ou à l'international. Donc, de se dire ce qu'on fait, nous, notre stratégie est vraiment alignée avec ce qui va s'en venir comme politique pour les chercheurs, pour les universités, pour les revues. Et enfin, on vient s'insérer un peu dans ces différentes initiatives dont on s'est parlé, qui existaient à côté d'Érudit. Donc, tous ces grands acteurs de l'édition non commerciale. Donc, on voit ici Open Edition, dont on s'est parlé, Cielo, mais il y a aussi Amélica, à Jol, qu'on connaît moins d'Afrique du Sud, G-State, et qui pour autant sont énormes dans leur pays. Il me semble que G-State, c'est plusieurs centaines de revues savantes au Japon qui ont la même réalité que nous et pourtant qu'on connaît mal, mais qui ont les mêmes enjeux finalement, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut offrir un service à notre communauté, à notre, je dirais, à notre bassin de revues nationales pour éviter qu'ils disparaissent au profit des éditeurs commerciaux. Donc là encore, un enjeu récent de savoir comment est-ce qu'on peut travailler avec eux. On a un appui, un petit appui de l'UNESCO là-dedans qui a formé une alliance globale des plateformes d'édition savantes dans laquelle Érudit fait partie. Un autre enjeu qu'on a en ce moment et dont on travaille beaucoup, c'est que c'est sûr que les fonds fédéraux nous ont demandé, Érudit est quand même assez connoté québécois, avec beaucoup de revues québécoises, vous devez devenir pan-canadien. La stratégie ici était de s'allier avec l'initiative Public Knowledge Project, qui est l'équivalent, je vous dirais, anglophone d'Érudit, avec une toute autre stratégie, mais qui a les mêmes ambitions, puisqu'ils sont non commerciaux, ils sont hébergés par l'université Simon Fraser. Donc nous, en ce moment, depuis 4 ans, on travaille à la complémentarité entre ces deux organismes. Donc, c'est un enjeu certain. Vous voyez, on a plus de 4000 km qui nous séparent des fuseaux horaires. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes bassins de revue, mais on doit travailler ensemble. Et ça prend une certaine dose d'énergie pour se comprendre. Pour ça, vous le voyez, le partenariat Coalition Publica, donc on a des équipes qui se parlent, mais on a aussi une gouvernance qui a été mise en place, donc un conseil de direction, différents comités avec des parties prenantes bibliothécaires, éditeurs, chercheurs, qui viennent un peu orienter ce partenariat pan-canadien, et des comités opérationnels pour que les équipes se parlent un peu plus entre Vancouver et Montréal. Donc voilà pour Coalition Publica. Et je voulais vous présenter ici quelques logos pour justement représenter ces partenaires avec qui on travaille. Donc, des bibliothèques, la Fédération des sciences humaines,
le réseau des données de recherche Canada au Québec. Sinon, vous le voyez ici, l'Université de Victoria, Crossref. Donc, tous des acteurs importants dans l'édition savante pour lesquels on a besoin, nous, de s'aligner pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces questions-là. Il me reste 10 minutes. Je suis content, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Je voulais prendre le temps avec vous de revenir sur ces grands enjeux auxquels on fait face, qui sont importants, qu'on va résumer ici très rapidement. Je m'excuse si j'ai été vite avant, puis si je vais vite ici, mais je voulais prendre le temps de vous le rappeler. Érudit dans un contexte de croissance, je dirais pas sans précédent, parce qu'on a connu des phases de croissance importantes. Mais là, actuellement, avec ce partenariat avec Public Knowledge Project, on a eu beaucoup de revues qui sont arrivées en 3 ans. On a aussi cette barrière mobile qui a été ouverte de 24 à 12 mois, qui fait qu'on a plus de revues. On a près de 60 à 80 revues qui sont arrivées ces 3 dernières années. L'équipe a un peu changé, mais pas tant. Et vous le voyez sur la croissance de consultation ici. Je n'ai pas les chiffres de 2020, mais ils sont encore mieux. J'allais dire pire, mais ils sont encore mieux. On a une croissance en termes d'utilisateurs uniques qui est important, presque exponentielle. Donc, on est super content de ces résultats-là, mais ça demande une gestion de la croissance. Comment on fait pour, d'un point de vue technique, accueillir tous ces utilisateurs? Moi, d'un point de vue communicationnel, comment je viens répondre à tous ces nouveaux usagers, à tous ces nouveaux besoins d'information? Il y a un travail de gestion de la croissance qui doit être fait, qui est en train d'être fait. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle pour Érudit, une très belle nouvelle pour nos revues sur Érudit, puisque vous voyez ici la croissance, elle se répercute sur les revues, et notamment les revues francophones. Et ça, c'est formidable aussi, parce qu'on va en parler du contexte francophone pour les revues scientifiques. Donc des chiffres qui sont importants quand même, quand vous voyez en consultation, on parle presque, je pense, pour 2020, de 30 millions de pages vues et de près de 5 millions d'utilisateurs uniques dans le monde, donc qui sont répartis dans le monde. Oui, forcément. Mais la répartition se fait à peu près à 70% à l'international, donc hors du Canada, et à 30% à l'intérieur du Canada. Donc, ce contexte de croissance-là qui est important pour nous. Un élément aussi important pour nous, on nous demande de plus en plus de comprendre les retombées sociales des articles qu'on diffuse. Donc, comment les articles qu'on donne accès vont influencer, par exemple, sur des politiques publiques, sur des décisions gouvernementales. On est dans un contexte de fake news. Comment est-ce qu'Érudit contribue à diminuer ces problématiques-là? Donc, on nous demande un peu d'aller questionner ça. C'est faisable pour nous, c'est nouveau pour nous. On l'a fait ici, par exemple, avec la COVID-19, d'aller voir quels étaient les articles les plus consultés. Et vous le voyez ici, ces articles sont quand même datés. Les gens venaient s'interroger sur l'historique du virus SRAS, la place des femmes en temps de pandémie. C'est un article qui date de 2012, il me semble. Et c'est formidable pour nous de voir que ces articles qui sont datés, on en a même, vous voyez, 77, qui a quand même eu plus d'une centaine de consultations sur 1 mois et demi. Donc, ça va être un autre enjeu pour nous de comprendre quel est l'impact dans la société des articles qu'on diffuse. Pour l'instant, on en est au tout début, puisqu'on vient d'obtenir quelqu'un qui fait ce travail d'analyse de données, un vrai chercheur en data. Donc, il travaille avec nous en interne pour mieux comprendre tous ces enjeux-là. Et enfin, pour terminer, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parle de plus en plus. Érudit est une plateforme qui est née francophone pour des revues francophones. Et vous le voyez, le contexte de la recherche, il n'est pas tant lié aux revues, et de plus en plus anglophone. On a pris ici un graphique de Vincent Larivière qui montrait en fait que les nouvelles revues, vous le voyez ici sur ces graphiques, les nouvelles revues qui sont créées au Canada, en France ou en Allemagne, ne sont plus faites dans la langue nationale du pays, mais ces revues scientifiques sont faites en anglais pour aller toucher un public international. Oui, pour aller peut-être aussi chercher peut-être un capital symbolique plus fort en ce moment que des revues qui seraient publiées en français ou en allemand ou en japonais. Ce qu'on se rend compte, c'est que les revues qu'on a sur Érudit francophone, elles continuent d'être bien consultées, mais elles ont du mal à obtenir des bons papiers en français. Pourquoi? Parce que les bons chercheurs veulent être publiés dans des revues internationales et on leur demande d'être publiés en anglais.
dans ces revues-là pour toucher un public international, qui ont généralement, ces revues-là, un facteur d'impact assez important. La question des mesures d'impact aussi, elle est importante. On doit y travailler. Qu'est-ce qu'une bonne revue? Qu'est-ce qu'un bon papier? Est-ce qu'un papier bien consulté est un bon papier? Est-ce qu'une revue qui a un bon facteur d'impact est une bonne revue? Toutes ces questions-là, ben, c'est sûr que nous, on ne peut pas y répondre tout seul, mais on nous demande de contribuer à la réflexion parce qu'elles vont changer le cours de la diffusion de la connaissance et de la science dans les prochaines années. À savoir que si une communauté ne peut plus publier dans sa propre langue, eh ben, ça aura une influence sur la façon dont elle va aller faire des objets de recherche et la capacité qu'elle aura à exprimer ces recherches-là. Pour terminer, 3 enjeux qui nous sont propres, finalement, c'est de savoir ben, comment est-ce qu'on vient financer Érudit de façon continue et équitable. On a vu qu'on était pas mal financé aux 3 ans sur des projets de recherche. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour se dire, ben oui, c'est très bien 3 ans, mais on est sur des échelles, nous, de 10, 15 ans parfois, si on veut se pérenniser et travailler sur des vrais projets structurants pour la communauté. Au-delà de ça, ben, c'est comment est-ce qu'on vient contribuer à la compétitivité de la recherche québécoise, canadienne, en sciences humaines sociales, alors qu'on a un milieu international, anglophone, qui est de plus en plus prisé. Comment est-ce que nous, à notre petite échelle, on peut travailler à ça avec les fonds de recherche? Et cette question-là des critères d'évaluation de la recherche, eh ben, l'article scientifique est au cœur de ça. Comment est-ce qu'on peut, nous, contribuer à cette réflexion-là aussi? C'est des enjeux importants auxquels on n'a pas toutes les réponses, auxquels on avance avec tout le monde, mais auxquels on va devoir un peu faire face, je vous dirais, en tant que plateforme, parce que les plateformes prennent un rôle de plus en plus important, que ce soit dans la littérature générale, dans les bibliothèques, mais aussi dans le milieu universitaire et de la recherche. Je voulais quand même terminer par un petit gif, parce que c'est ma passion. Puis je voulais terminer sur quelque chose d'un peu plus… ma passion, c'est vite dit. Mais en tout cas, voilà. Je suis content de vous avoir partagé cette présentation-là. Je voulais… je vais arrêter mon partage d'écran parce que j'ai terminé ma présentation. Et j'espère que ça n'a pas été trop de stock pour vous. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous présenter Érudit puis nos différents enjeux divers et variés. Merci Gwendal, c'est vraiment super. Oups, pardon. Merci Gwendal, c'est vraiment super. Il y a un élément qui me semble incontournable, c'est la compétition. Qui sont vos compétiteurs? Qui sont vos pairs? Il doit bien y avoir un équivalent anglophone, canadien ou nord-américain ou mondial. Comment vous vous situez par rapport dans un système compétitif par rapport à ça? C'est une bonne question. Au début, on pensait vraiment que notre compétiteur était en interne. On l'a vu, Public Knowledge Project, qui était à Vancouver, parce que c'était lui qui publiait toujours un peu aux mêmes demandes de subventions. Donc, on se retrouvait un peu en compétition parce qu'il allait au même fond. C'était un peu le pendant anglophone. Et donc, on se disait, mais c'est vraiment dommage parce qu'ils sont comme nous, sans but lucratif, rattachés à une université, de se retrouver en compétition pour des mêmes fonds. Et finalement, l'idée a été de se dire, mais OK, il faut qu'on travaille ensemble pour aller chercher plus de fonds. Donc, comment on fait pour que nos services soient complémentaires? Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Ça n'est pas ça facile. On n'a pas la même langue, on n'a pas la même culture d'entreprise. Mais l'idée est déjà de plus concurrencer entre nous, entre organismes à but non commercial. Et je te dirais que la concurrence, ou en tout cas le risque, c'est vraiment ces éditeurs commerciaux, ces grands éditeurs. On parle de 5 grands éditeurs commerciaux qui accaparent 60% du marché et qui accaparent 80% du budget des bibliothèques pour faire de l'argent, parce qu'ils ont des actionnaires. Donc, ces compétiteurs, ce seraient eux. Dans une certaine mesure, parce qu'ils sont sur de l'édition scientifique, des petites revues les intéressent moins, mais on peut se dire qu'à un moment donné, s'ils ont envie de les racheter et qu'Érudit n'existe plus, ils auront la capacité de le faire. Donc, le gros risque, c'est vraiment ces 5 gros éditeurs-là. Avec Public System Project,
finalement, qui restent les mêmes objectifs. S'ils sont à Vancouver, il y a aussi, à Vancouver, il y a une grande tradition communautaire, coopérative, etc. Là. Ils ont aussi des enjeux indépendants, d'indépendance intellectuelle puis de différenciation par rapport aux États-Unis. Donc, vous avez vraiment, je pense, un bon partenaire. Mais c'est un terrain fragile, non? C'est un terrain fragile. C'est un terrain pour lequel on a peu d'engagement à long terme pour des financements. Mais c'est un terrain qui est moins fragile qu'avant. Quand je suis arrivé chez Erudit, on était 4 personnes. C'était en mode un peu guérilla. Tu vois, je me souviens, ma collègue, elle faisait à la fois les abonnements. Moi, on faisait un peu tout. C'était en mode survie. Et on a travaillé à pérenniser ça. Donc maintenant, on est passé de 4 à 30. Donc c'est toujours fragile. Mais on a maintenant l'écoute de ces gouvernements qui comprennent que la science doit être libre, doit être ouverte. Et pour ça, il faut des fonds pour des revues, pour des chercheurs, mais aussi pour des plateformes qui viennent un peu normaliser tout ça. Mais oui, en effet, c'est pas gagné, ouais. Il y a un équivalent des centres de transfert technologique qui sont des centres de recherche affiliés à des institutions d'enseignement au cégep et à l'université. Les centres de transfert technologique, vous n'êtes pas proche de ce modèle-là d'affaires qui permettrait un financement récurrent? Ouais, je répondrai à la question. Je pense que Bertrand a levé la main aussi. OK. C'est sûr que nous, le modèle d'affaires qu'on a, il était très lié aux abonnements. Un modèle qui était lié sur les revues papier. Une revue dit, ça va me coûter 200 par année. Donc, Erudit avait dit, ça me coûtait 200 en numéro papier, on va mettre 200 en numérique. Puis là, on se rend compte que dans un système en libre accès, ce système-là d'abonnement et de paiement par année, il n'a plus lieu d'être. Moi, je mets en place un système qui vient financer les revues, financer Erudit équitablement. On est toujours en train de le travailler parce qu'il est nouveau. C'est un modèle d'affaires qui ne peut pas être commercial, mais on nous demande quand même d'offrir des services parce qu'on ne peut pas être que dépendant des subventions. Il doit être diversifié. Et c'est sûr que nous, on regarde toutes les initiatives universitaires pour voir comment elles se passent par rapport à ça. Mais on n'a pas pour but d'être lucratif ou de faire du profit, ça c'est sûr. Bertrand, on peut laisser, je laisse la parole au public. Merci. Oui, merci Michel. Merci Henri pour la présentation. Tu as brossé quand même un beau portrait depuis les origines jusqu'à maintenant. Mais moi, il y a un des trucs que je trouve toujours, pas problématique, mais pour Erudit même problématique, c'est la diapo où tu montrais les sources de financement, où il y a une partie du financement qui vient du FRQC, l'autre partie du financement qui vient du CRSH. 40% pour l'un. Et ça, c'est du fonctionnement dans les deux cas. Et le 40% qui, lui, vient de la FCI. Or, on s'est formé que les subventions que vous allez chercher à la FCI, ce n'est pas pour du développement, c'est pour de l'implantation. Et ça met... et d'une certaine façon, ça rend l'équilibre quand même assez fragile. J'ai trouvé intéressant que tu le mettes en haut parce que ce n'est pas la base, parce que tout s'écroulerait sinon. Et je me demandais comment, on sait fort bien que les demandes de subventions à la Fondation canadienne pour l'innovation, elles sont loin d'être faciles à obtenir. Ce n'est pas pour du fonctionnement, c'est pour l'implantation. Alors, qu'est-ce qui... Avez-vous... Michel parlait d'un modèle d'affaires. Est-ce que vous avez un modèle d'affaires, comment dire, un plan B du modèle d'affaires, à ce moment où vous ne parviendrez pas à renouveler, en fonction des nouveaux concours et des nouveaux enjeux de concours, une autre subvention de la FCI? Je trouve que c'était la fondation, elle nous a permis de nous maintenir un peu tel qu'on est, puis d'accueillir ces nouvelles revues pour déjà changer de plateforme. Ça nous a permis, on était sur une plateforme qui datait de, je ne veux pas dire de bêtises, mais de 2008. Donc, on a presque tout fait 8 ans avec une plateforme, et puis là, on n'était plus capable, elle était plus lisible sur les téléphones, et elle nous a permis déjà de passer de technologie, d'aller chercher des développeurs. Et nous, on doit renouveler cette FCI-là, qui est une FCI, c'est ça, de maintenance, entre guillemets.
OK. dans un contexte où on est les seuls en sciences humaines sociales. Il me semble qu'il y en a 12 des ISM à travers le Canada et on est la seule en sciences humaines sociales. Donc, ça montre déjà un peu le déséquilibre entre les sciences, tu sais, pures et les sciences humaines sociales. Donc, c'est sûr qu'une plateforme, c'est un peu moins sexy qu'un télescope géant ou qu'un bateau brise-glace. Mais pour autant, tu sais, on doit répondre un peu à ces mêmes enjeux sans pour autant avoir ces fameux indicateurs de performance de recherche auxquels ils nous demandent de répondre. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important pour nous, c'est que les organismes de financement plus proches, que ce soit le CRSH ou le FRQ, comprennent qu'ils doivent aussi contribuer à une plateforme en même temps qu'ils doivent contribuer au financement des revues, sans pour autant diminuer le financement de l'un ou de l'autre. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'Érudit soit financé sans que les revues soient moins financées. Ouais. C'est ce qui serait le risque, que un des organismes subventionneurs nous dise ah, ben, si on finance plus, on va financer moins les revues. Puis nous, on ne peut pas mettre en danger ces revues-là qui sont, elles, plus en danger que nous. On voit des revues qui disparaissent, qui ont 30, 50 ans d'existence. Ça a plus de conséquences sur la société québécoise qu'une plateforme qui disparaît. Et donc, nous, ce contexte-là de revues, de revues francophones, de revues nationales, on le pousse aussi auprès des organismes subventionnaires parce qu'en fait, on est presque plus proche qu'eux. Notre collègue aux revues, il parle tout le temps. Tania, notre directrice générale, parle constamment avec eux aussi parce que leur réalité, elle est sur le terrain, d'avoir moins de papier, moins de financement. Et c'est tout un défi de savoir comment est-ce que on maintient ces postes de développement informatique, comment on va se cacher plus de l'argent à l'international pour notre libre accès. Puis, en même temps, on nous demande d'être plus ouverts, travailler dans les politiques de sciences ouvertes. Mais on a une écoute, enfin, des conseils de recherche qu'on n'avait pas avant. Tu vois, il y a le fonds CRSH qui a été déployé pour la plateforme, qui n'existait pas. Donc, c'est sûr que nous, l'objectif, c'est de renouveler la FCI. Mais on a un tampon avec le CRSH, on a une vraie écoute de ces deux fonds-là. Et ce qui me fascine aussi, c'est tu parlais du fait que l'ancienne plateforme datait déjà donc de plus de 12 ans, là. Enfin, 13 ans maintenant avec 2021. Mais c'est le fait qu'une bonne partie du travail de réception des textes venant des revues savantes et culturelles qui se fait encore à la main. Bon, évidemment, moi, je travaillais dans le cadre de la cyberinfrastructure à développer le projet SARC avec la possibilité qu'il y ait un module automatisé. Et donc, j'ai bien vu que pour vous, même si le module était automatisé, ça ne réduisait pas vos coûts parce que vous deviez de toute façon revérifier l'ensemble. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une autre solution à élaborer visant l'automatisation et par conséquent la réduction des coûts pour les revues? On s'entend que c'est ça. Même si vous redonnez l'argent, je ne critique absolument pas Érudit. Je trouve qu'en ce moment, la logique qui a été mise en place et que vous respectez, qui est que c'est presque même pour les revues culturelles, pour chaque dollar que les revues mettent Érudit redonne le même dollar. Donc ça va, ça ne coûte rien, mais sauf qu'on voit bien que s'il pouvait y avoir une baisse au niveau des coûts de traitement des données, donc des textes, par la force des choses, il y aurait soit plus d'argent qui ressort d'Érudit ou encore un stress moins grand sur Érudit même. Est-ce que vous commencez à avoir des solutions pour ce problème-là ou non, ça reste encore extraordinairement, comment dire, pas noyauté, là, mais tu sais, comme une boule. Un gros morceau, ouais. Ouais. En fait, c'est ça, grâce à le Public Knowledge Project, avec son logiciel Open Journal System, nous, et notre volonté et leur volonté à eux, c'est vraiment de travailler avec les bibliothèques universitaires qui développent une expertise à l'UQAM, à l'UDEM, à Laval, mais surtout au Canada, pour ce logiciel-là, où les revues vont vraiment pouvoir, tu sais, comme être autonomes au niveau de la structuration des documents, mais aussi de la gestion éditoriale. Et les bibliothèques ont l'envie de travailler avec les chercheurs là-dessus pour Open Journal System. Nous, notre ambition, c'est que déjà, il y ait une bonne interface en français, qu'il y ait une bonne compréhension des milieux, qu'il y ait une bonne représentation des bibliothèques québécoises là-dedans, qu'un outil à la base anglophone. Mais on voit une volonté de ces bibliothèques universitaires un peu partout au Québec pour aller vers cet outil-là pour les revues savantes.
Nous, on garderait une chaîne éditoriale, enfin une chaîne de production numérique quand même pour les revues qui n'ont pas envie d'aller vers ce modèle-là. Et l'autre point dont tu parlais, c'est le problème, pas le problème, mais l'enjeu des revues culturelles. Tu sais, le financement, la production, tout est différent. Nous, on est vraiment presque gênés de facturer des revues culturelles, tu sais, quand on voit leur milieu économique. Et pourtant, c'est la chaîne éditoriale, production d'érudits, c'est une chaîne presque industrielle. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est travailler avec la SODEP, qui connaît bien ces revues-là, parce que nous, on n'a pas la prétention de les connaître, mais on aimerait que la SODEP travaille avec ces revues-là, que les revues puissent amener leurs solutions et que nous, on puisse être peut-être juste une partie prenante, peut-être dirigée juste vers les bibliothèques universitaires, que les revues culturelles puissent diffuser plus ailleurs, avoir d'autres modèles de diffusion, plus sur deux marques, peut-être différents, que nous, on puisse être à taux zéro pour ces revues culturelles et leur reverser un petit profit. Mais les enjeux techniques et financiers sont à l'opposé. Mais la SODEP connaît en ce moment vraiment un renouveau et on est très content de ça, avec une nouvelle direction générale, des nouvelles revues, des nouvelles directions de revues qui comprennent le numérique. Je vois que la SODEP a eu ces deux financements. Même une nouvelle subvention pour aider les revues émergentes. Oui, donc ça, c'est quand même des signaux positifs. Je suis quand même assez positif dans la vie et je suis content pour ça. Ils viennent d'avoir les deux financements, la SODEP, pour leur plateforme numérique. Et si nous, on peut se dire peut-être que la SODEP peut mieux comprendre que nous, les revues culturelles, on a envie de travailler avec eux pour ça. Ouais. Parce qu'on ne peut pas, en tant que plateforme scientifique, répondre complètement aux besoins du milieu des revues culturelles. Non, tout à fait. Ouais. Moi, je fais le lien aussi un peu entre les deux. Je m'excuse, Michel, j'accapare le temps, mais comme moi aussi, moi, je suis à la fois sur les deux conseils d'administration de revues culturelles. Je suis évidemment le directeur du NT2, donc je suis en lien avec les revues culturelles et vous, notamment. Fait que, ce qui est bien maintenant, c'est de voir comment la SODEP vient presque de tourner sur un dissous, comme on dit ici, pour se repositionner. Les subventions qui viennent d'arriver laissent présager peut-être une transformation graduelle de cette pratique culturelle-là que sont celles des revues. Là. Ouais. Les attentes des revues culturelles sont toutes un peu différentes. Certaines aimeraient qu'on devienne juste un dépôt d'archives. D'autres aimeraient qu'on diffuse l'ensemble de leurs numéros, même en PDF complet. Et donc, on peut pas dire, mais nous, on ne peut pas répondre à tous vos besoins. Mais on peut. La force d'Érudit, c'est qu'il atteint les bibliothèques. Tu sais, pour les revues culturelles, nous, ce qu'on a vu, c'est que les cégeps, ils adorent ça. Et on s'est rendu compte que les revues culturelles qui n'étaient pas sur Érudit, parce qu'elles voyaient le modèle d'affaires était un peu étrange, les bibliothèques du cégep sont malgré tout désabonnées de la version papier parce qu'elles n'avaient plus l'espace physique. Et c'était dangereux parce que le modèle papier diminue, le modèle numérique est encore un peu étrange. Et comment tu fais en tant que revue culturelle pour exister? Ouais. En fait, moi, j'aurais une question complémentaire. Comment vous avez tout d'abord mis la main sur l'ensemble des contenus des revues culturelles? Puis sur des archives, il y a eu des questions de droit, il y a eu négociation, il y a eu… Sur quelle base se fait la mise à jour de ces articles-là? Est-ce que c'est sur justement une tarification annuelle? Ouais, je pense que c'était un gros morceau. Ça a été, en fait, c'était un financement de Patrimoine Canada qui disait qu'il faut numériser tout ça. Et je ne sais pas pourquoi la BNQ, en tout cas, bref, c'est Érudit qui a eu ce financement avec la SODEP pour numériser l'ensemble des archives. Donc, c'était vraiment des boîtes de papier qui arrivaient et il fallait structurer ça. Ce qui est intéressant, après, pour l'entendre contractuel, c'est-à-dire qu'on a un contrat de diffusion avec ces revues-là. On a aussi un contrat de commercialisation qui est séparé. C'est-à-dire que la diffusion, elle est liée de la commercialisation. Donc, pour les revues culturelles, on vient commercialiser les 3 dernières années pour celles qui veulent. Et pour celles qui ne veulent pas, c'est simplement les archives qui ont été numérisées et qui sont toujours très consultées. Ça, c'est drôle à voir. Les papiers vivent très bien parce qu'ils sont bien référencés des revues culturelles. Si je regarde des fois les tops des articles les plus lus au Québec, c'est des numéros de 1969, de Liberté, d'Inter, des choses comme ça, des papiers encore très utiles pour la communauté étudiante ou universitaire. Mais après, ils ont une entente contractuelle pour, en effet, qu'Érudit gère l'abonnement au niveau des bibliothèques, donc l'accès, l'abonnement numérique des bibliothèques.
Donc, nous, on fait du démarchage pour les bibliothèques universitaires. On a une entente avec les bibliothèques publiques de Montréal, la BNQ, pour l'accès sur la plateforme Érudit. Mais si on parle de ça coûte combien, par exemple, un abonnement pour une revue, là? Parce que nous, on paie des abonnements, on paie des publicités des fois dans les revues. Ouais, On paie des publicités dans les réseaux sociaux, on paie des publicités dans des revues culturelles un peu par soutien, ouais. parce qu'on se pose des questions sur la rentabilité, mais on évalue sur... Ça se situe dans un ensemble. Ouais. Mais combien peut coûter, par exemple, un abonnement mensuel? Pas mensuel, mais mettons annuel pour une Ouais. revue culturelle. C'est sûr que nous, quand on parle de revue culturelle, avec la SODEP, la volonté, ce n'était pas de tant de pousser une revue, mais de pousser l'ensemble du bassin. C'est-à-dire la bibliothèque, regarde, parce que sinon, tu sais, on a des revues un peu meilleures. On aimerait que la bibliothèque prenne l'ensemble du bassin. Après, ça dépend du nombre d'usagers, ça dépend du type d'institution. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça peut aller pour l'ensemble des revues culturelles. Tu vois, ça peut être entre 1500 à 5000 pour une trentaine de revues. Tu vois, Pour l'abonnement, pour une bibliothèque. culturelle. C'est vraiment une grosse fourchette que je te dis. Ce qu'il faut, ce montant-là, il est dérisoire par rapport au montant que payent les bibliothèques universitaires pour les grands éditeurs commerciaux. C'est des échelles différentes, mais le problème, c'est que le budget des bibliothèques, il est accaparé à 80% par ces 5 grands éditeurs. Et du coup, les bibliothèques ne peuvent pas payer d'autres contenus, que ce soit culturel ou savant, ou même des monographies. Et nous, on se bat des fois pour j'allais dire pour des scènes noires, c'est pas vrai, mais pour des petits sous, alors que ces grands contrats de négociation à plusieurs années avec Elsevier, avec Wiley, ces grands éditeurs-là, c'est plusieurs millions de dollars. Et donc, nous, on a l'impression des fois de jouer à 2 échelles. Donc, les abonnements, ils ne sont pas très chers comparé aux services que Érudit rajoute et en plus l'argent qu'on redonne aux revues. Donc, par exemple, une revue culturelle qui fait, par exemple, qui souscrit à Érudit, qui paie je ne sais pas combien, doit parler à ses auteurs et leur dire, ben, on rend le contenu disponible à travers la plateforme Érudit et est-ce qu'on vous reverse des droits? Ouais. Après, la politique de droit d'auteur, elle est propre à chacune des revues. Nous, on ne s'implique pas dans la politique de la revue. Ce qu'on fait, nous, c'est ça, comme on a 2 contrats. Un contrat de diffusion qui vient un peu définir ce qu'on s'est dit, tu sais, justement, c'est abonnement sous les 12 derniers mois ou 36 mois, et une politique un contrat de commercialisation qui vient un peu définir ça. Et après, la revue, elle, vraiment, elle va gérer ses droits avec ses auteurs. Nous, on n'a pas droit de regard par rapport à ça. Comment est-ce qu'elle reverse l'argent? Quelle est la politique de droit d'auteur aussi? Nous, c'est vraiment du registre de la revue. On peut Donc, pas. la revue vous paie. En fait, elle paye le fichier numérique. Tu vois, elle ne nous paye pas. Ce qu'on facture à la revue, c'est vraiment l'heure du technicien numérique qui est venu baliser les métadonnées. C'est vraiment un coût à l'heure qu'on facture à la revue. On ne facture pas la diffusion. La diffusion est vraiment prise en charge par des fonds de subvention. Et ensuite, vous reversez une ristourne à la revue qui, elle, est libre de redistribuer aux ayants droit selon le cas. Exactement, ouais. Alors pour l'instant, c'est le modèle d'abonnement. La revue nous donne son tarif, nous on l'applique et on reverse l'argent à la revue. Et la revue, après, elle a son fonctionnement financier interne. Nous, on ne va pas s'ingérer dans ce fonctionnement-là. Mais on s'entend que c'est sûrement des chiffres qui ne sont pas très importants. Là encore, ouais, le milieu culturel et savant est différent. Tu sais, un chercheur qui publie un article savant, il n'est pas payé. Un réviseur d'articles savants, il n'est pas payé. Un journaliste culturel, il va quand même avoir une certaine rémunération, mais souvent, en effet, qui est assez faible au vu du travail réalisé. Mais c'est la réalité des revues en ce moment et qui est quand même très fragile. Et en ça, le numérique est à la fois un remède et un poison. Oui, ben, il faut apprendre à fonctionner avec ça parce qu'on n'a pas le choix. Et Donc, comment? on doit fonctionner avec ça, c'est un incontournable. Parce que c'est ça, si la revue n'a pas assez de fonds, si les journalistes n'ont pas assez de fonds, c'est un problème qui est de fond pour l'ensemble des revues et de la presse. Mais en effet, il y a beaucoup de poids à amener sur les plateformes en ce moment et comment nous, on doit gérer ça.
à un moment donné, on se dit on ne peut pas tout gérer ces problèmes-là. Il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs parce que on est juste, nous, une plateforme de diffusion et de valorisation. Ouais. En fait, c'est intéressant de soulever la question de la SODEP, la Société de développement des publications culturelles, là. Des périodiques culturels, en fait. Honnêtement, si la question avait été soulevée plus tôt, je les aurais sollicités pour participer au forum, pour avoir leur point de vue sur justement comment investir le milieu du numérique. Nous, on est quand même en contact avec plusieurs revues. On fait partie d'un écosystème. On est dans l'écosystème culturel. Les revues, les périodiques culturels, ben, c'est très important dans notre éducation, puis dans la promotion de nos productions artistiques. Ce serait intéressant, effectivement, de connaître leur point de vue. Bertrand, je pense que ben, tu as l'air très impliqué dans le milieu. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Ben, de quel aspect, excuse-moi, là, parce que j'étais à la fois, j'écoutais et j'avais une attention flottante. Donc, mais en fait, c'est la question, le positionnement des revues culturelles puis de la Société de développement des périodiques culturels, le positionnement par rapport au numérique, puis l'investissement numérique, puis le modèle d'affaires là-dedans, puis qu'est-ce qu'on fait avec les revues, puis qu'est-ce qu'on fait avec les droits d'auteur, bon, qu'est-ce qu'on fait avec... alors, on fait dans érudit, mais tu sais. On peut dire la chose suivante en ce moment, qui est quand même intéressant, c'est que de plus en plus, certaines des principales... Bon, moi, je suis surtout dans les revues culturelles, mais à caractère littéraire, disons-le comme ça quand même. Là, je ne suis pas en art, plutôt en littérature. Et la plupart des revues culturelles, des revues littéraires en ce moment, ont vu tout le personnel de la direction changer pour vraiment des éditeurs beaucoup plus jeunes. Donc, on a eu un passage, la garde, ces 5 dernières années, un passage vraiment important, où que ce soit Moebius, Lettres québécoises, Spirale, il y a vraiment, là, dans toutes ces revues-là, il y a de nouveaux directeurs, de nouvelles directrices, et des gens qui sont, bien sûr, ne sont plus comme auparavant, soit réfractaires, soit inquiets, soit dans le refus complet du numérique. Donc, au contraire, là, maintenant, on a une génération d'éditeurs et d'éditrices qui comprend bien que la survie de leur propre revue va passer par le numérique. Et là, la question devient, quel numérique? De quel type de dispositif parle-t-on? De quel type de lien parle-t-on? C'est-à-dire, que vient faire Érudit dans cet écosystème-là? Que viennent faire les sites web? Là, la plupart des revues maintenant veulent avoir leur propre site web parce que dès l'instant où la revue papier disparaît, ou du moins occupe une place de plus en plus petite, c'est toute l'identité de la revue qui disparaît en même temps. Et donc, nous, ça fait partie des représentations qu'on a fait et ça fait partie du travail qu'on fait et dans le cadre de LQM et dans le cadre de la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, là, dont je suis titulaire depuis maintenant 6 ans. Ça a été de travailler avec le revue pour leur dire, regardez, l'idée de passer au web, ce n'est pas de tuer le papier et c'est surtout pas de tuer votre identité. L'idée, c'est plutôt de reconstruire votre identité sur une plateforme web, de faire en sorte que votre site web soit un complément de la revue, serve évidemment de vecteur pour faire la promotion de la revue. En même temps, vous avez besoin d'autres lecteurs, vous avez besoin de rejoindre des lecteurs, donc vous devez passer par Érudit. Parce que si Érudit, quand ton article est sur Érudit, tu as perdu ton identité comme revue. Là, parce que tu es sur l'identité d'Érudit. Là, tu vas chercher, tu fais ta recherche, puis, OK, Valiquette, un tel article tiré de telle revue. Tu n'es pas dans l'écosystème de la revue, tu n'es pas dans cette sphère qui est celle de l'identité même de la revue. Tu es au contraire, tu es sur la plateforme d'Érudit. Donc, tu as un problème. C'est-à-dire, si tout ce que tu as comme lecteur et lectrice web, c'est des lecteurs via Érudit, ben, c'est parfait parce que tu as des lecteurs,
mais il y a un problème important qui est celui, évidemment, symbolique de ton identité, et ton identité éditoriale, comme personne morale, c'est-à-dire la revue. Donc, il faut à la fois pousser au développement de sites web et de projets web des revues de façon à ce qu'elles puissent se retrouver sur le web avec leur identité, avec leur public, avec leur communauté, tout en maintenant en fait des liens les plus efficaces possibles avec Érudit pour faciliter le transfert des données entre la revue et Érudit, donc pour assurer évidemment le rayonnement qu'Érudit permet d'obtenir, tout en maintenant son identité par ailleurs, en perdant de plus en plus la version papier de la revue. Donc en ce moment, mais donc, c'est vraiment une situation assez, on dirait le lit de Procrus, ou bien t'es trop grand pour le lit, ou bien t'es trop petit, puis donc on te coupe des bouts, on étire des bouts, là. La situation est vraiment malaisée. Mais la jeune génération d'éditrices et éditeurs semble, ne résiste pas, là, est consciente totalement des enjeux. Et je pense que c'est avec cette génération-là, évidemment, les jeunes éditeurs, ils sont dans la trentaine, puis la plupart, et qui arrivent et qui ont le goût, en fait, de faire leur place. Puis ils ont le goût même si l'environnement a complètement changé, ils ont le goût d'être présents, puis ils ont le goût de pousser, mettre de l'avant leurs projets, puis de valoriser, là, évidemment, cette partie de la culture qui les concerne, que ce soit littéraire, art contemporain, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est intéressant. Puis là, la SODEP va jouer un rôle. Là, c'est bien là, parce que maintenant, il semble avoir un peu le vent dans les voiles. Donc, c'est parfait parce que si la SODEP joue un rôle fort, bien, ça va aider l'ensemble et non seulement fort, mais un rôle notamment de convergence des regards et des intérêts. Ça va faire en sorte de favoriser une concertation entre les revues. Et cette concertation-là devrait permettre de réduire les mauvais choix, de faire en sorte que les bons choix soient pris par la grande partie des revues qui sont en train de migrer ou qui ont à survivre dans un environnement numérique. Donc, je pense que la situation en ce moment est plutôt, bon, je suis peut-être optimiste, mais je pense que la situation est plutôt correcte, malgré la pandémie, parce qu'évidemment, la pandémie, c'est comme une espèce de... Tout le monde a vécu le même raz-de-marée, là. Culturellement parlant, pas la pandémie, mais le confinement qui est la conséquence là, humaine de la pandémie, c'est un véritable raz-de-marée. Comme ça a tout balayé, puis là maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? On recommence comment? Là? On repart la machine comment? Mais donc là, avec la SODEP, Érudit fait partie de cet écosystème-là comme étant un débouché important. Je pense qu'on doit jouer avec vous, et c'est parfait, on joue d'ailleurs avec vous. Là. et puis, il faut qu'on aille vers la concertation. L'idée de littérature québécoise mobile, auquel certaines des revues et la SODEP, peut-être pas la SODEP encore, mais et Érudit sont aussi des partenaires. Donc, je pense qu'une des choses que nous, on a essayé de faire et qu'on continue à faire, je sais que c'est mon mandat à moi, c'est de m'assurer que est-ce qu'on est capable de développer une plus grande concertation entre les partenaires. Est-ce qu'on est capable d'aller de l'avant? Puis quand il y a des bonnes propositions, quand il y a des bonnes idées qui sont mises de l'avant, est-ce qu'on est capable de les valoriser et de s'assurer qu'elles soient utilisées, et ainsi de suite. C'est de faire en sorte que, ben, en documentant, on échange, on soutienne et on prenne part, ce qui est une espèce de mandat de LQM, en servant évidemment presque de médiateur entre les divers organismes qui jouent des rôles distincts dans l'écosystème. Je pense qu'on s'entend pour dire que la pandémie va marquer un tournant dans un paquet de choses, puis on n'a pas fini de voir les conséquences de ce transfert. On assiste effectivement à un transfert aussi de responsabilités à différents niveaux. C'est lié évidemment au retrait progressif des baby boomers, puis c'est lié aussi à l'émergence d'une nouvelle génération dont les jeunes trentenaires formés par toutes nos universités et qui sont tous en pleine possession de leurs moyens pour prendre la relève d'un nouveau défi. En tant que vieux baby boomer. Je salue ma jeune équipe de trentenaires pour les encourager dans la prise en charge de notre futur actuel. Tu me vieillis un peu, mais c'est vrai que je vais te pardonner. Donc, merci Gabriel Forêt-Lachapelle qui travaille beaucoup aussi à la mise en place de ce forum et Maxime Alexandre Gosselin qui nous accompagne ici. Naomi Savoie
Robidoux, qui travaille beaucoup pour les médias sociaux, et Valentin Kousmenko, qui va mettre en ligne une version préliminaire d'une version du site Internet de mutation à l'ère numérique. Alors, je remercie Bertrand, Gwendal Henry Gwendal, on mélange. Ah, c'est Gwendal Henry ou Henry Gwendal? Là, je suis tout C'est mêlé. mon running gag. C'est quoi? Oui, mon prénom, c'est Gwendal, ouais. Ah ouais, moi je t'ai appelé Henry, oh là là. Je C'est trouvais que ça ne marchait pas, mais je n'étais plus certain. Je dis non, il a écrit Henry. Oui, mais on peut remercier les deux, en fait. Alors, ils travaillent en dualité, en étroite collaboration. Et merci aussi René Audet pour la participation cet après-midi. C'est vraiment intéressant. Honnêtement, le dossier des revues culturelles, je l'avais passé sous le radar à suivre. Alors, on n'épuise jamais un sujet. La discussion, en tout cas, autour de mutation, le livre à l'ère numérique continue. On poursuit la semaine prochaine avec les actions des associations professionnelles. Oh! À la fois l'Union des écrivains et l'Association des éditeurs de livres. Alors, ça va être intéressant. Et en fait, c'est intéressant tout le long. Et ensuite, on va passer progressivement aussi aux enjeux de l'édition, de l'innovation, de la production, du design, avec un ensemble de praticiens qui ont expérimenté divers modèles de livres et de publications numériques et de diverses formes de récits. Donc, on fait un passage vers de nouvelles formes d'édition numérique. Alors, c'est à suivre jeudi prochain. Merci de votre participation et à la semaine prochaine. Merci Michel, merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonne soirée.